Salut les amis, c'est Morgan Vess pour l'interview Buzz de Fou, c'est parti. Salut à tous, bienvenue sur Buzz de Fou. Nouvelle interview aujourd'hui avec un youtubeur que vous connaissez, c'est sûr. Une véritable star, 1,19 million d'abonnés. Morgan Vess, comment tu vas? Eh ben ça va très bien, merci mec, merci pour l'invite, pour l'interview, pour tout ça, c'est cool. Eh ben merci à toi, merci beaucoup. Alors on va un petit peu retracer toute ta vie, tes projets, etc. Ok. Mais d'abord j'aimerais savoir, toi, quel genre d'enfance t'as eu, Morgan? Ah, j'ai une enfance compliquée, j'ai une enfance où je voulais faire footballeur. Ensuite j'ai très vite compris qu'il fallait s'entraîner et que c'était pas que des matchs. Du coup ça m'a un peu cassé les couilles. Ensuite j'ai voulu faire gendarme, je voulais faire une école de gendarmerie parce que j'aimais bien le côté armé, etc. J'ai pas été pris non plus. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Et donc, je rate mon bac la première fois. Et la deuxième fois que je passe mon bac, il me restait 2 épreuves et j'avais ma semaine de sélection au cours Florent, alors que j'avais jamais fait de théâtre de ma vie. Et bah, du coup, je suis parti à Paris, j'ai fait les trucs des cours Florent, j'ai été pris et voilà. Du coup, j'ai pas eu mon bac parce que j'ai raté 2 épreuves la deuxième fois. Donc, j'ai une enfance classique, sans aucun diplôme à part des diplômes de plongée. Voilà. T'étais quel genre d'enfant, toi? Ah, j'étais l'enfant casse-couille. Je veux pas d'enfant comme moi. C'est-à-dire que. Alors, c'était marrant. En fait, je faisais toujours des vannes, beaucoup de vannes en cours toute ma vie. J'essayais d'être le gars un peu gaulerie de ma classe, etc. Donc, c'était ça. Mais non, c'était compliqué. Je me faisais virer de classe, je me faisais virer des collèges. Des fois, il y avait des profs qui me kiffaient de ouf. Donc, ça allait. Mais non, j'ai une enfance un peu. Après, bien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent, mais j'ai une enfance classique, on va dire. Ça va. Donc tu grandis entre jouer les tours et ballon miré, j'ai Ouais. vu ça. T'as des souvenirs un petit peu de cette jeunesse-là? Ouais, bah en fait, j'ai grandi à jouer les tours dans un quartier un peu chaud, là où mon père a grandi en fait. Et mon père, il avait peur que je fasse les mêmes conneries que lui. Tu vois, il a fait des grosses conneries et tout. Donc il s'est dit, s'il continue à grandir dans ce quartier-là, ça va être compliqué. Et du coup, on a déménagé à Ballon-Miré, qui est une petite campagne, quand j'avais 8-9 ans. Et là, c'était un peu compliqué parce que tu sais, quand tu es en cité et que tu sors dehors pour jouer au foot, tu as toujours plein de gars. Genre là, quand tu es dans une campagne et qu'à 19h tu sors et qu'il n'y a même pas une bagnole, il n'y a rien, tu te dis, waouh, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc ça l'a fait, mais ouais, non, j'ai grandi à la campagne, mais normalement, je vais y retourner là. C'est mon rêve, je rêve de retourner à Tours, chercher une baraque et maintenant, c'est mon pari, j'ai plus envie d'y être. Tu vois, ça fait 10 ans là. Toi, t'es plus campagne que ville alors? Je pense que ceux qui sont nés à Paris, ils veulent continuer leur vie à Paris et kiffent ça. Quand tu es né à la campagne, un peu moi, mes grands-parents avaient des fermes, etc. Donc j'avais de l'espace. Et là, j'ai qu'une envie, c'est ça. Tu vois, Paris, frère, tu payes 2000 balles, tu as un 40 mètres carrés, c'est pas possible. Tu vois, genre au bout d'un moment, même si tu as l'oseille, tu dis là, il y a un truc qui est pas normal. Tu vois, à 2000 balles à Tours, tu as une villa avec piscine. Donc le choix, il est vite fait. Tours-Paris, c'est 1 heure de train, donc ouais, je vais retourner là-bas, c'est sûr. T'es encore jeune quand tu t'inscris au cours Florent, où tu commences donc la comédie. Tu as des souvenirs pareil de cette période où justement Horrible. Horrible parce Ouais. que frère, moi à la base j'étais du foot, j'étais le mec qui se faisait virer dès le lycée et tout, donc déjà faire du théâtre c'est compliqué. Et avant de rentrer au cours Florent, mon père il me dit, ils vont prendre très peu d'élèves hein, parce que c'était 1 semaine de sélection. Donc, ils vont prendre très peu d'élèves, donc il faut que tu montres que tu as envie, etc. Et du coup j'arrive le premier jour dans ce truc-là, j'avais jamais vu un théâtre de ma vie, j'avais monté sur scène de ma life. Et là je vois, je suis avec 30 personnes, ils ont tous 15 ans de théâtre. Ça se voit sur leur gueule, frère. C'est que des gars de Terminal L, ils ont que des veuges, des trucs longs, ils font des bollages. Pas, un peu cliché, mais c'est un peu ça. Et je me dis, waouh, ça va être chaud. Ils sont capables de chialer direct. Moi, je peux même pas chialer. Comme ça, c'est compliqué, c'est un métier, tu vois. Et je me dis, ouais, ça va être chaud. Et là, du coup, le prof, il arrive, il parle et tout, il me pose 2-3 questions. Tout le monde connaît les références de théâtre. Moi, je suis là en mode, waouh, c'est chaud. Et il me dit, bon, on va faire de l'impro, il me faut une fille et un gars sur scène. Et moi, je dis, moi! Et il dit vas-y, et là je monte sur scène et là je me dis pourquoi j'ai fait ça. Et là je fais une impro catastrophique, horrible. Je me dis mais c'est la seule fois de toute ma vie, je te jure que c'est vrai, hein, où j'entendais mon cœur battre et quand je faisais ça, je voyais mon t-shirt, tu vois, qui bougeait. Tu sais, je me suis dit là vraiment là t'es pas bien quoi. Je te jure que je suis un gars qui stresse pas, jamais. J'ai fait les matchs de Coupe de France au foot, il y avait un peu de pression et tout. J'ai jamais stressé. Là, mon Dieu, comment que j'étais en mode tout. Et je me suis dit, je vais pas faire ce métier-là, c'est mort. C'est un peu paradoxal justement avec la vie que tu mènes aujourd'hui, De quoi. ouf. Je sais pas comment j'ai fait pour inverser ce truc-là et maintenant kiffer, tu vois.
Mais très souvent, on le voit, les grands artistes, c'est souvent des anciens timides qui sont devenus, aujourd'hui des acteurs. En fait, moi, la chance que j'ai, c'est que j'étais pas spécialement timide, tu vois. C'est que, en gros, tu sais, quand tu es en cours, c'est facile, tu es derrière en cours, tu sors des punchs, bam, tout le monde rigole, le prof il parle, boum, une punchline à lui à droite. J'étais un peu un sniper à mon échelle hein, quand j'étais plus jeune, donc ça va, j'étais pas timide. Mais ensuite, quand tu arrives dans une classe où tu connais personne, là déjà c'est compliqué. Tu vois, t'es pas à l'aise avec tes potes. Et je me rappelle les premiers jours au cours Florent, quand j'étais inscrit officiellement, premier jour au cours Florent, je commence à faire des vannes des fois un peu racistes, des vannes un peu dures, etc. Et le prof il se retournait et il me disait putain, elle est bien celle-là, tout le monde rigolait. Et je me disais, mais c'est trop bien en fait une école de théâtre, une école d'art. Parce qu'en fait, j'ai le droit de faire des vannes. Justement, le but c'est de faire rire toute la classe. Genre, c'est trop bien. Tu dis une phrase où tu fais tu sors. Tu vois, et 3 mois après, je fais une phrase. Je dis oh putain, une vanne raciste en plus, il se retourne. Il fait putain, elle est bien celle-là, elle est bien placée. Là, j'ai compris que j'allais kiffer pendant 2 ans et demi. Là, je me suis dit, ouais, s'il faut faire des vannes, ça va le faire. Et donc tu joues dans les 2 meilleures séries de France, Joséphine Ange Gardien et Alice Nevers. J'ai entendu dire que tu les avais préférées celles-là. Raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Alice, donc, quand tu es au cours Florent, tu sais, faut que tu fasses moi j'ai fait de la figuration pour apprendre le métier. Tu vois, pour comprendre à quoi servaient les gars. Tu vois, là, par exemple, les gens ne voient pas, mais vous êtes venus à 3 parce qu'ils ont installé, ils ont fait les réglages et tout. Au début, quand tu te lances dans le cinéma, tu ne sais pas qu'un mec, il a une équipe forcément. Donc, je faisais de la figuration et quand j'ai fait l'Alice Nevers et tout, c'était compliqué. Alice Nevers, premier jour de tournage, l'une des premières figurations quand j'arrive sur Paris, on m'a dit tu tournes à 6 h du matin dans un mud day. Tu sais ce que c'est un mud day? Pas du tout. C'est les gens, en hiver, 6 h du matin, ils sautent, ils courent dans la boue, ils rampent dans la boue. Et je faisais de la figuration comme ça, à 6 h du mat, payé 60 € net. Et je faisais ça pendant 10 heures, pour même pas qu'on me voie à l'écran. Donc du coup, j'ai fait des séries comme ça, ou en figuration, une figuration horrible. Et ensuite, on m'a rappelé pour Alice Nevers, et on m'a dit, tu vas faire le rôle d'un mort. Waouh, en figuration. Donc trop bien. Là, par contre, j'étais payé, je crois, à l'époque, j'étais payé 120 balles par jour pour être allongé, et juste on m'enlevait un drap, on me le remettait, ça c'était chiant. Et j'ai fait Joséphine Ange Gardien aussi. Ah là, c'était mythique. C'était mythique parce que c'était, tu sais, de voir Mimi en vrai. Tu sais, on a beau, je pense que c'est l'actrice préférée de personnes de notre âge, entre guillemets, mais on l'a tellement vue, tu vois, que la voir comme ça, j'étais comme un ouf. Non, j'ai fait des séries drôles comme ça, non, c'était très drôle. J'ai jamais eu des grands rôles, parce que je débutais, mais c'est jouissif. Moi, à la base, c'est ce que je veux faire, je veux être comédien, je veux faire ce genre de truc, tu vois. Pas Joséphine Ange Gardien non plus, tu vois, mais je veux faire ce genre de bail, tu vois. Mais par contre, tu tournes aussi avec Catherine Deneuve. Ouais. Si. Alors ça, franchement, ça doit être incroyable. C'est fou parce qu'à l'époque, je travaille dans un restaurant. Tu sais, c'est le restaurant où on mange dans le noir à Paname. Ok. Tu vois, je travaille là. Et en même temps, je lance ma chaîne YouTube. C'était en 2017. Et ça faisait, je crois, 4-5 mois que j'avais lancé ma chaîne YouTube. Et on commençait à me reconnaître un peu au restaurant. Tu vois, parce que ça a marché. J'ai de la chance que ça marche vite YouTube, tu vois. Et je passe ce casting-là. Et je me suis dit, bon, allez. Si j'arrête là, j'ai 2 ans de chômage, parce que je suis en France et je compte bien y profiter. Donc si j'arrête mon contrat là, j'ai 2 ans de chômage. Donc en gros, j'ai 2 ans pour que YouTube marche et ensuite je peux me rémunérer. Et trop de chance, je passe ce casting là, je suis pris. Et du coup, je me dis, allez, c'est bon. J'arrête tous les métiers que j'ai à côté depuis. Ça faisait 7 ans que je faisais plein de taf à côté. Hein. J'arrête tout et je fais pourquoi je suis monté à Paris, c'est que j'essaie de vivre artistiquement. Et là, je tourne avec Deneuve et c'est oufissime. Ils t'ont reconnu sur le tournage ou pas du tout? Bah non, même pas. Là, en fait, la chance, c'est qu'il y avait la fille de Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, qui est sa fille en vrai et dans le film, qui elle a encore une petite fille et elle me connaissait, donc ça allait. Donc j'étais un peu le youtubeur, etc. Mais c'était pas Morgan Vest, tu vois, c'était le Morgan Vest. J'avais lancé ma chaîne il y a 4 mois, donc moi, j'étais pas déjà à l'aise dans mon perso. Pour décrire ma chaîne, bon, c'est pas le concept le plus dur du monde, donc j'y arrivais un peu, mais c'était un peu complexe. Tu vois, j'étais pas à l'aise comme maintenant. Donc non, c'était cool, mais c'est vrai que ce truc de la journée, je tournais des trucs, je goûtais des kebabs à 1000 balles avec des potes à WAM, des Kemar et compagnie, et le soir, je tournais avec Catherine Deneuve, c'était assez ouf. Le changement était radical. Et donc en 2017, tu crées ta chaîne YouTube. Ouais. Alors comment ça s'est fait ça? En fait, je passe un casting pour un gars en 2015, pour un truc de merde, Volkswagen Le Bon Coin, je crois. Un mec que je connais pas, c'était de l'impro avec une meuf que je connais pas non plus. Ils formaient des couples au hasard et on devait faire de l'impro, etc. Ça se passe très bien, mais il me rappelle, genre 2-3 jours après, il me dit écoute, Volkswagen, ils ont plus les thunes, donc ils annulent le projet. Voilà. Faut savoir, c'est que dans notre métier, c'est un métier de pute. C'est que donc, des fois, on passe des semaines à prendre des castings et des fois, ils te rappellent pas, ils te tiennent pas au courant ou ils annulent le casting, ils annulent le tournage. Enfin, c'est toute notre life, c'est ça. J'ai déjà décroché des premiers rôles, des trucs qui ne se sont jamais tournés. Donc c'est pour te dire, tu vois, les seuls, c'est horrible. Et du coup, donc, je passe ce casting-là en 2015, ils annulent le projet et le gars me rappelle 1 an après. Je suis dans le bus, je me tape un Paris-Nantes en bus, frère, horrible.
Il m'appelle, il me dit ouais, est-ce que tu te rappelles de moi et tout. Je me rappelais, il me dit écoute, je reviens des États-Unis et ils veulent lancer ce concept-là qui cartonne aux États-Unis en Europe, en France, Espagne et Londres, je crois, en Angleterre. Est-ce que ça te tente? Il m'envoie la vidéo en anglais, moi je comprends pas trop, je parle pas anglais, mais je vois le titre, un sushi à 2 balles, VS1. C'était BuzzFeed le nom. Ouais, exactement, c'est BuzzFeed. Il dit est-ce que ça te tente de bosser avec eux et tout? Je dis bah écoute, grave, tu vois. Faut savoir, c'est que moi à l'époque, je faisais des petits trucs YouTube, mais sur la chaîne du Latte Show Good Monique. C'était pas très connu, c'était Natou et 2-3 potes. Il y avait Audrey Pirot, je sais pas si tu connais Audrey Pirot. Ouais, bien sûr. Elle était au cours Florent avec moi. Donc du coup, je faisais 2-3 petits trucs comme ça. Et du coup, je connaissais quelques mecs au studio Bagel parce que du coup, je faisais aussi du foot au studio Bagel le dimanche. Ok. Il y a plein de trucs bizarres, mais tu sais, au cours Florent, tu es toujours avec des gens qui veulent faire ce métier-là. Donc du coup, tu les rencontres tout le temps. Et les cours Florent servent à être à l'aise sur scène, mais ça te sert surtout à te faire un réseau, un contact. Enfin, ouais, des contacts, un réseau. Souvent, les gens avec qui tu bosses plus tard, c'est les gens que tu as rencontrés à l'école de théâtre. Comme l'époque de Philippe Lachaud et ses potes, les inconnus, toute la bande. Enfin voilà, il y en a plein comme ça. Les bronzés, etc. je crois. Et du coup, c'était. Voilà, du coup, le dimanche, je faisais du foot au studio Bagel. Donc du coup, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je les avais contactés et ils m'avaient dit écoute, Morgan, donc il y avait Kemar, Jérôme Niel, Batéguel et tout. Il m'avait dit écoute, Morgan, je leur avais balancé ma chaîne YouTube et il m'avait dit si tu lances ta chaîne YouTube, nous on va te suivre. Tu vois, on va venir pour les premiers épisodes pour t'aider un peu et ça aide. Tu vois, quand les tauliers YouTube sont au début, tu vois, ils ont compris que c'était cool et moi j'étais à l'aise parce que c'était mes potes et c'est comme ça. C'est de la chance, en gros, c'est des rencontres à droite, à gauche qui font que ça marche. Je n'ai pas commencé tout seul dans ma chambre, j'avais pas le talent pour commencer tout seul, c'est impossible. Je ne sais pas monter, je ne sais pas cadrer, j'avais pas les thunes pour avoir les caméras, les trucs. C'est chaud, hein. Tu vois, de commencer Et donc, seul. tu crées ce concept de BuzzFeed, donc c'est-à-dire de comparer un petit peu des produits, leurs prix, etc. C'est pas difficile aujourd'hui sur YouTube de trouver des concepts innovants qui vont plaire et qui vont surtout marcher. Ouais, c'est compliqué. Je t'avoue que c'est compliqué. J'ai lancé QSEC aussi, tu vois, il y a un an. Là, c'était mon plus gros challenge. Ça faisait 3 ans et demi que j'étais installé, entre guillemets. J'étais grave dans mon confort. Tu vois, maintenant, tu stresses au début quand tu lances un concept. Après, je t'avoue que les VS, j'arrivais les mains dans les poches, on tournait 2-3 trucs. J'arrivais à tourner 50 minutes pour garder 20 minutes. Et du coup, on jetait quasiment rien. C'est-à-dire que maintenant, je maîtrisais le délire. Mais quand on a lancé QSEC, là, le stress est revenu là. Tu vas refaire un nouveau truc, etc. J'avais peur aussi. Tu sais, quand il y a plus d'1 million de personnes qui s'abonnent pour un concept, leur dire maintenant il va y avoir ça, je te jure que c'est compliqué. C'est que tu as peur d'être jugé, tu as peur de. Alors que d'habitude, je m'en branlais, tu vois. Et coup de chance, ça a marché. Mais non, je pense que c'est dur, YouTube, de se renouveler. C'est un peu compliqué. Surtout que dès que tu as une bonne idée, frère, on te la tape. Hein. C'est-à-dire que tu as une bonne idée, il faut que tu l'exploites à fond direct. Sinon, tu es mort. Il y en a qui vont le faire comme Watt et des fois mieux que toi. On t'a déjà volé une idée que tu avais eue? Ouais, ça arrive souvent, ouais. Mais souvent, tu sais, moi, c'est pire que ça. C'est que quand je tourne dans des restos, on est en contact souvent ensemble. Les restos ensuite m'appellent, ils disent ouais, j'ai été contacté par lui, il veut faire un peu comme toi. Je dis, il n'y a même pas de race, quoi. Genre, il appelle le même resto. Des fois, le pire, quand tu fais une vidéo et que tu es dans les tendances, c'est le pire. Quand tu es dans les tendances, tout le monde voit la vidéo, même les gens qui ne te suivent pas d'habitude. Donc là, c'est les pires. C'est-à-dire que les restos dans lesquels je tourne, ils reçoivent plein de coups de fil de gens qui veulent tourner chez eux pour faire la même chose que WAM. Du coup, ils me disent, mais je vois pas. Enfin, tu vois, on ne peut pas faire 2 films avec exactement la même histoire et les mêmes trucs, les mêmes acteurs, etc. Sur YouTube, ça ne dérange pas de faire les gens de faire 2 fois la même vidéo, tu vois. C'est bizarre, c'est YouTube. Et aujourd'hui, donc tu fais des millions de vues, 1,19 million d'abonnés sur YouTube. Ouais. Tu t'attendais honnêtement à un tel succès il y a 5 ans? Pas du tout. En vrai, je te jure, c'est que l'une des plus grandes fiertés de ma vie, c'était les 100 000. Quand j'ai reçu le cadre des 100 000, j'étais comme un gamin, frère. Mais il y a cette étape un petit peu des 100 abonnés, des 1000, des 10 000, des 100 000, des 1 million. Et les 1 million, en fait, je le rêvais parce que je me disais, à l'époque, je me disais, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma life. Peut-être YouTube va s'effondrer, peut-être moi, je vais en avoir marre, ou peut-être je vais avoir un bad buzz, on ne sait pas. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver, tu vois. Mais je m'étais dit, je m'en fous parce que, tu vois, genre dans 20 piges, 30 piges, je verrai ce truc-là, je dis, putain, j'ai réussi à réunir 1 million de personnes sur… À la base, une connerie, tu vois, genre, je pensais pas du tout. À la base, Morgan VS, c'est un nom provisoire, frère. C'est que 1 heure avant de sortir la chaîne, c'est moi qui crée la chaîne YouTube dans le train parce que mon pote, il me dit, mais on la sort aujourd'hui, la première vidéo. Et je dis, putain, oui, je crée ma page Facebook, qui marche pas parce que c'est Facebook, mais je crée tous mes réseaux et tout ce jour-là. Et je dis, mais frère, on n'a pas de nom. Et du coup, là, on est dans galère. Et je dis, vas-y, Morgan VS, et Nick, on s'en fout, on rechangera le nom. Parce que tu sais, c'était pas censé marcher. Donc, vas-y, on rechangera le nom plus tard. Et en gros, c'est resté. Et non, je te jure que c'est ouf parce que c'est quelque chose, je ne l'ai pas rêvé, c'était pas un rêve de gosse d'avoir YouTube, mais maintenant j'ai l'impression que c'est un rêve, quoi. Je m'endors le soir, j'ai le smile.
je te jure que je suis heureux comme jamais. Ça fait 3 ans que je me suis pas plaint, je pense. Vraiment, ça fait vraiment 3 ans que je me suis pas plaint. Donc tu fais ça par passion, hein, Ouais. mais le but final en soi de tes vidéos, etc., c'est quoi? Le but final, je t'avoue, T'en as pas vraiment? si mon but final, je vais être franc comme sur ma chaîne, mon but final, je pense, c'est de faire un maximum d'oseille en 2021 et 2022, je fais de la fiction, de la grosse fiction. À la base, c'est mon métier, moi j'adore le dramatique aussi. Au cours Florent, c'est là où j'étais le plus doué dans mes dernières années, c'est que le dramatique, c'est quelque chose que j'adore, jouer les choses dures, etc., c'est ce que j'aime. Le comique, j'aime bien, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait maintenant. J'ai envie de faire du dramatique, j'ai envie de faire de la grosse série, de la grosse fiction. J'ai déjà écrit des films, etc. Donc 2022, ça va être beaucoup de fiction. Et je pense que les VS vont se faire de plus en plus rares. Je dis pas que j'arrêterai, mais j'en ferai pas 2 fois par mois. J'en ferai peut-être un tous les 2 mois, tout. Je vais voir, mais tu vois, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, il y a 10 ans, quand j'ai tout quitté ma life pour venir à Paname, c'était quoi mon rêve? Et c'était d'être comédien. C'était pas de bouffer des sushis à 200 balles toute la journée. Alors c'est bien, hein, chez moi j'ai des roms de 1950, etc. J'ai des cadeaux de ouf. Mais après, voilà, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Alors, il y a aussi les mauvaises expériences forcément, hein, sur YouTube. Tu as déjà connu une mauvaise expérience, toi, ou une mauvaise rencontre? Mauvaise expérience, ouais, bah, le miel hallucinogène. Hein. Ouais. Le miel hallucinogène qui m'a éclaté. Moi je suis un mec, je prends pas de drogue, je peux tirer sur un joint, tu vois, mais j'ai jamais testé d'autres drogues de ma vie à part la weed, tu vois. Et là, c'était ce miel hallucinogène qui vient du Népal, qu'on a acheté au Bitcoin, qui a traversé le Yémen, l'Arabie Saoudite. C'était un délire. J'ai mis 6 mois à avoir ce miel-là, parce qu'il n'a pas le droit de quitter le Népal normalement. Et c'était ce truc de on ne connaît pas, on va tester. Et fallait prendre que 3 cuillères, on en prend 3, on attend une demi-heure, il se passe R, on en reprend 3, il se passe R, on attend encore une demi-heure, il y a R, et j'ai dit nique sa mère. On fait la conclusion et vous rangez. Je reprends une cuillère, on fait la conclusion, et là, boum, ça m'arrive et ça m'éclate. C'est-à-dire que tout mon visage se paralyse, mon corps, il n'arrive même plus à parler. Là, c'était le coup de flip. C'était la première fois qu'on testait un truc sur la chaîne où en mode on n'avait pas de recul et on s'est dit ouais, il faut faire attention à ça. Il faut faire ultra attention à ce genre de bail. C'était un peu comme le loup de Wall Street. Tu sais, la scène où DiCaprio il dit ouais, ça marche pas, il en prend plein et ensuite il tombe par terre et il rampe. Et c'est un peu ce délire-là. Mais ouais, des mauvaises expériences. Si, il y a aussi à Marrakech. Putain, à Marrakech, on part pour un bête de tournage. On dit, tu sais quoi, on prend tout le matos. On prend 30 000 € de matos et on fait un truc de tarba là-bas. On est invité pendant 3-4 jours. Et à l'aéroport, les gars de l'aéroport nous tapent notre sac. Mais vraiment, nous le volent. Ça veut dire qu'on attend 2-3 heures à l'aéroport. Non, il n'y a pas à aller voir la dame là. Nous, on est avec une fille qui organise ça, Sherazade, une Marocaine. Et, donc, elle parle au bœuf. Et le gars, il dit non, mais nous, on ne parle pas aux femmes. Et elle s'explique. Il dit non, mais déjà, j'ai pas envie de parler avec elle. Je dis mais nous, on ne parle pas arabe. Donc, en fait, c'est compliqué. Et là, du coup, je vois qu'ils veulent taper notre sac. Horrible. Et là, du coup, ça va trop de gens. J'ai un mail de la télé marocaine. J'ai écouté. Un mail qui date de longtemps. C'était même pas ce projet-là. J'ai écouté, c'est simple. Nous, on était envoyés par la télé marocaine. C'est pour faire un reportage sur votre pays pour que les gens viennent. Nanana. Je balance les blasts de la télé marocaine et tout. Ah, bah, c'est pas frère, 20 secondes après. Ah, c'est le sac. Ah, et là, il se barre, il ramène le sac. Ça faisait 3h30 qu'on était là. Hugo, le réel, était en pleurs parce qu'il y avait tout notre matos. C'est-à-dire, si là, ce sac, on le retrouve, hop, on tourne à l'iPhone après. Alors que là, c'était une expérience, je peux dire que c'était ultra tendu et ça m'avait énervé. Et vraiment, ce jour-là, on s'est dit vraiment, si le sac, on ne le retrouve pas, là, on a 30 ou 40 000 balles d'économie sont là. C'est mort. C'est mort. On va faire des vidéos à l'iPhone. Alors là, on bouffe un grec là à 2000 balles, genre, c'est pas possible. Ah, cette fois-là, on a eu peur, on a eu très peur. Et tu as le souvenir aussi d'un tournage qui s'est mal passé? Qui s'est mal passé un tournage qui s'est mal passé. Non, en vrai, de vrai, non. Il n'y a pas de tournage qui se sont mal passés, je pense. T'as pas eu une galère ou quoi? C'était une idée derrière la tête, non. Ah non, pas du tout? Non, en vrai, de vrai. Bah, j'ai eu des. Non, c'est des trucs très drôles. L'épisode avec Kev Adams, c'est très drôle parce que Kev c'est un gros fêtard et quand on fait les mojitos, Kev, il commence à boire des mojitos. Il me dit, ouais, c'est quoi ça? Je dis, bah, ça, c'est un rhum à 74. Oh, je peux le goûter? Et moi, je connais mes vidéos. Je dis, bah, attends, Kev, on va goûter 5-6 mojitos. Attends. Non, mais vas-y, on est dans ce bar-là, je goûte. Il goûte. Et ensuite, là, on ouvre une bouteille de 1910 pour faire un mojito et tout. Et là, je vois que Kev, il m'abandonne. Et là, je vois dans ses yeux, il me regarde et je comprends que je vais faire la fin de l'émission tout seul. Et là, il faut que j'aille pisser. Il va pisser, il vomit, il reste une demi-heure. Du coup, je suis avec le pro qui est avec sa bouteille comme ça de 1900. Il est bon le rhum et je sais que Kev, il est en train de le bégère en bas. C'est un rhum à 40 000 la bouteille. Je suis là, ouah non, qu'est-ce qui se passe? Il m'arrive des galères comme ça, tu vois, genre en mode putain, le pauvre, tu sais, le professionnel qui. Non, il m'arrive des petits trucs comme ça, mais non, en vrai de vrai, c'est que
c'est ultra bon enfant, c'est des apéros qu'on filme, c'est des trucs comme ça. Donc non, en vrai, il s'est jamais rien passé de ouf, quoi. Et on entend parler souvent de ce terme, le YouTube Game. Ouais. Ça existe vraiment ce nom pour toi? Ouais, ça existe, c'est horrible. Tu sais, vraiment, YouTube, je pense, c'est le milieu le plus faux cul, tu vois, du monde. C'est que moi, j'ai vécu les soirées YouTube où genre, ouais, les premières questions qu'on te pose, c'est t'as combien d'abonnés? Et quand tu vois que tu as 1000 ou 2000 abonnés, on te parle même app. Enfin, on ne parle pas, c'est-à-dire t'as combien d'abonnés? 10 000? D'accord, donc on termine la phrase et ensuite tu es sûr que toi tu vas te servir un coca, tu reviens, le gars il s'est barré, il parle à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le YouTube Game, c'est extrêmement faux cul. C'est que les gens, moi j'ai des potes à WAM, des potes qui ont des millions et des millions, on doit tourner ensemble, ils disent gros on n'a pas le temps et tout. Et je vois, ils tournent avec des youtubeurs qui ont des jeunes youtubeurs, genre, je peux pas trop citer de nom, mais en gros, par exemple, moi j'ai des potes à moi qui disent lui par contre, s'il est nul, il est pas drôle, c'est une merde, etc. Et je vois, il fait des vidéos avec. Je dis mais ouais, je dis mais frère, tu verrais tout ce qu'il m'a rapporté. Et je dis mais je sais pas, nous on est potes, tu vois, on était à l'école ensemble, genre tu veux pas qu'on. Mais gros, non, on va tourner ensemble, mais j'ai pas trop le time. J'avais ça, tu vois. Genre c'est horrible. Et tu vois, mon petit frère qui a fait des soirées là chez Kev il y a pas longtemps, avec plein de gars du cinéma, tu vois, genre les humoristes, il y avait les Jimo, les Gad, les Black M, etc. Il me disait mais je préfère tellement ça que les soirées YouTube Game, où même moi je savais comme j'étais ton frère, il y a des gens qui venaient me parler parce que j'étais ton frère. Alors que vraiment le YouTube Game, je pense que c'est le milieu le plus nul que je connaisse. En termes de gens, en soirée, en termes de ça. Alors, tu as toujours des exceptions, je te parle des Kemar, les Carlito, tout ça, mes potes, ils sont pas comme ça, mais c'est un milieu que quand je vois des gosses rêvent de faire ce milieu-là, je pense qu'ils savent même pas que frère, les gens les voient avec un nombre d'abonnés, avec une somme d'argent, mais genre c'est un milieu pourri. Le YouTube Game, c'est pas un bon milieu du tout. À tous les jeunes qui veulent devenir youtubeurs, etc., tu les conseilles pas forcément de… YouTube, c'est très bien, j'adore YouTube, mais restez dans votre truc, faites votre truc, vous n'êtes pas obligé de faire des soirées avec tous les youtubeurs, faire des trucs, des conventions. Genre, ils adorent faire ça. Tu sais, maintenant, c'est tout simple. Un exemple classique, une marque avec qui j'ai pas bossé, Orangina, par exemple, Orangina. Non, un truc encore mieux. Star Wars, la sortie du dernier Star Wars. Ce qu'ils ont fait, c'est très simple. Au lieu de payer, je sais pas, tu donnes 200 000 à Squeezie, fais une vidéo dessus, tu donnes 300 000 à McFly. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont mis 100 000 à une soirée. On va reproduire le vaisseau de Star Wars. On va leur offrir des trucs inédits, des cadeaux Star Wars, des figurines et tout. On met 100 000 € sur la table. On invite les 50 plus grands influenceurs de France et ils vont venir en exclusivité parce qu'on a reproduit le vaisseau. Tout le monde vient. Et du coup, tu vois, genre les gens sont obligés de venir, mais du coup, c'est une fausse soirée déguisée parce qu'en gros, c'est Star Wars qui vend leur délire. Et en gros, tu es là, mais en gros, t'as fait une story. Tu vois, genre, ouais, bah attends, frère, je viens d'arriver. Ok, hésite pas. Hein, ouais. Ok, donc tu es là, tu te balades un peu. Tu sais, c'est au YouTube Space, c'est chez YouTube. Tu vois, tu prends un petit verre de coca, il est bon. Hein. T'as vu le gobelet, c'est Star Wars. Tu peux le mettre en story. Et au bout d'un moment, tu vas dire, je me casse. En fait, tu vois, au bout d'un moment, je te jure, t'es un compte Instagram, frère. Je te jure, les soirées YouTube Games, c'était un compte Instagram. Le but, c'est de montrer les stars avec qui t'es pour qu'ils te repostent dans leur story pour que toi, tu partes. Ça va. Ça te lasse pas, ça, justement? Je fais plus de soirée YouTube, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de soirée YouTube. C'est mort, j'ai même plus envie de le faire. C'est rincé. Mes potes dans le YouTube Game, mais si j'ai envie de les rencontrer, je vais chez eux, ou je vais dans leur studio de tournage, où on fait des trucs, tu vois. Moi, mes potes de ouf, c'est Benjamin Verrecchia, Pierre Cross, on est souvent ensemble. Frère, quand on a envie de prendre l'apéro, de voir un match, je vais chez eux. J'ai pas besoin d'attendre que YouTube invite tout le monde pour être dans les stories de chacun, en mode ouais, tu m'as pas. Frère, j'ai des youtubeurs. Moi, à l'époque, j'avais 100K sur Insta. Ils avaient 1,5 million. Ils m'ont envoyé un truc. Oh, tu m'as pas repost. Je me dis quoi? T'as 1,5 million, tu t'en bats les couilles que. Genre, le mec m'écrit parce que j'ai pas repartagé sa vidéo, il m'a identifié. YouTube, c'est ça. Faut que les gens comprennent. C'est uniquement ça. Et de plus en plus. Pour ça, moi, YouTube, j'aime beaucoup la plateforme. Mais ma vie, c'est pas YouTube. C'est mort. Je m'écarte de ça. Alors, tu me parlais de Pierre Cross, un de tes plus grands amis, on va dire, dans le métier. Justement, il t'a beaucoup aidé, c'est-à-dire, raconte-moi un petit peu ton amitié avec lui. Pierre Cross, c'était au début, quand je recevais mes premiers placements produits, je ne savais pas du tout quoi faire. Tu sais, c'est très dur. Moi, à l'époque, j'étais comme tout le monde. Tu vois, j'étais payé 1 500 par mois dans mon entreprise depuis des années. Et tu arrives devant un mec, il dit bon, tu vaux combien toi par jour, Morgan VS? C'est ultra dur. Et moi, par jour, frère, je dis par jour, 100 balles, tu vois. Et tu apprends qu'en fait, c'est 1000 balles. Parce que c'est ton visage en fait qui compte, c'est pas toi. Genre, t'apprends ça. Du coup, j'appelais Pierre Cross, il me donnait des conseils. Des fois, Pierre Cross, il m'invitait à venir bouffer chez lui. On parlait même pas business, juste comment ça allait, etc. Je me disais, il veut me pécho lui au début, tu vois. Genre, je savais pas qu'il était marié, il est chelou. Mais en fait, c'est que Pierre, il est comme ça, c'est un vrai gentil.
C'est un vrai gentil de ouf. Et là, on a fait 3 vidéos ensemble la semaine dernière et je suis même pas chez Maison Grise. Il pourrait mettre quelqu'un de son équipe pour le faire, mais on rigole bien. Et... Non, il m'a toujours aidé. Même des fois, ça m'est déjà arrivé. Je fais une story, je fais une vanne sur Insta, sur un truc. Il m'envoie un message. Écoute, la vanne, moi, je l'aurais pas faite parce que la vanne est très bien, mais elle est très bien entre nous. Et là, j'ai peur qu'il y ait des gens qui saisissent pas cet humour et que c'est Pierre. Tu vois, ou genre, tu mets une story en double, il t'envoie un message tout de suite, fais gaffe, t'as mis ta story en double. C'est un daron. Il y a beaucoup de bienveillance sur ton. Et les gens ne se rendent pas compte. C'est Pierre Cross qui a lancé McFly et Carito. Il les a lancés lui-même. C'est lui qui leur a dit de créer leur chaîne. Il leur a dit, je vous envoie un SMS par jour jusqu'à temps que vous créez votre chaîne. Et il l'a vraiment fait. Il y avait un SMS par jour. McFly et Carito, quand ils ont lancé des concepts, on appelle des gens au hasard dans notre téléphone, c'est avec Pierre Cross. Mario Carte Bleu, c'est avec Pierre Cross. Le truc de voiture, je crois que c'était avec Pierre Cross. Pierre Cross, c'est ça. C'est le papa du YouTube Game. Il était chez Dailymotion avant. Il avait cartonné. Il est venu sur Facebook aussi, sur YouTube. Pierre Cross, je pense que personne ne l'aime pas Je pense que tu peux ne pas l'aimer quand tu le connais pas. Tu regardes ses vidéos, tu peux ne pas aimer l'humour et tout. Mais dans le YouTube Game, Pierre Cross, tout le monde ne l'aime. Et il n'y aura jamais de mauvais trucs sur Pierre Cross. Jamais. Ouais, ça, il est assez fort là-dessus. Ouais. Alors, dans toutes tes vidéos, pratiquement, tu invites toujours quelqu'un, un youtubeur, un acteur, même dans QSEC, hein, ou alors même dans tes autres vidéos. C'est important pour toi, ça, de garder ce côté un petit peu proche avec tes amis et aussi parce que toi, tu es aussi sur les vidéos de tes autres amis. Donc, du coup, c'est un petit peu un échange, c'est important pour toi, ça? Bah, j'aime bien parce que aussi, moi, j'ai un métier où, tu sais, souvent, je suis avec un grand chef cuisinier ou un passionné, etc. Et des fois, je peux être avec des gars qui sont pas du tout gauleries. Tu vois, donc si le gars n'est pas gaulerie, moi, je suis avec un queumé qui me fait goûter du vin à 10 000 balles, mais qui parle comme ça et que dès que je fais une vanne, il rigole pas, c'est froid, c'est compliqué. Donc, il me faut un appui. J'aime bien avoir un appui, un mec que je peux vanner. Et lui, du coup, il est plus à l'aise parce que des fois, en fait, quand on est one-one avec un queumé, on est obligé de se parler. Parce que si tu ne te parles pas, il y a un blanc et tu connais à la caméra, c'est dégueulasse. Donc, le fait qu'il y ait un troisième, ça me permet de matcher ça. Et puis, des fois, même, je suis content d'inviter des potes et de leur faire découvrir des délires, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je le fais, c'est que c'est bien de goûter un cocktail à 1000 balles, mais c'est mieux le goûter quand tu es avec un pote. Quand je suis avec Fabrice Eboué, c'est trop bien parce que je suis avec Fabrice Eboué que je kiffe et que je regarde avec des yeux comme as. J'ai un cocktail à 1200 balles. Et je peux pas être mieux dans ma tête. C'est-à-dire que tu peux pas être mieux quand tu es comme ça, tu vois. Tu as l'air vraiment épanoui quand même dans ce milieu-là. Mais tu es aussi épanoui dans la comédie. Alors, si tu devais faire un choix, ce serait vraiment plus la comédie que YouTube? Comédie, à 100%. Ouais. Même si YouTube rapporte plus d'oseille que la comédie. J'avoue que là, j'ai une boîte de prod, j'ai embauché ma copine, j'ai embauché mon petit frère aussi en CDI, etc. J'ai mon monteur, etc. Donc, YouTube permet… Moi, je fais une vidéo tous les 15 jours. C'est très peu, hein. C'est très très peu, donc j'embauche des gens, on est tous à 1500 net par mois, tu vois, genre on peut pas plus. Avec une vidéo toutes les 2 semaines? Toutes les 2 semaines, on arrive à se payer 1500 € net par mois. Alors après, tu vois, tu connais hein, les fringues, la bouffe, on a plein de cadeaux, hein, on n'est pas à plaindre, on peut pas se payer beaucoup, mais ça rapporte de l'argent YouTube. Par contre, le cinéma c'est mieux, mais ça rapporte moins d'argent quand t'es pas une rostar. Quand t'es une rostar, le cinéma, bien sûr que t'es bien, mais non, quitte à choisir, je prendrais le cinéma parce que c'est mon rêve, quoi. Tu as déjà eu des propositions là pour le futur dans le cinéma? J'ai fait 2-3 petits projets, des petites séries pour la télé. Là, j'ai fait une série là, qui a écrit l'Hollywood. Il y a aussi Bruno Solo, il y a Jimo, il y a beaucoup de gars du Paname, Camille Lavabre aussi. Enfin, il y a plein de gens et du coup, j'ai fait cette petite série là. Ouais, en ce moment, j'arrive à pas mal tourner à droite à gauche. Ton rôle de rêve, ce serait quoi au cinéma? Mon rôle de rêve. Et avec qui? Comme ça, on fait la Alors, je vais faire un peu cliché. Je pense que mon rôle de rêve, je vais faire cliché parce que je suis un peu fou, mais je pense que tous les acteurs un peu golemons comme moi, on aurait rêvé de faire un rôle comme le Joker. Tu vois, ou comme Split, un mec qui pète un plomb parce que des fois, j'aime faire des trucs, je sais pas pourquoi j'aime bien faire ça. Donc, faire un truc vraiment, des trucs de ouf. Et avec qui, je pense, l'acteur que j'aime le plus au monde, c'est Jim Carrey. Et Jim Carrey, tu vois, c'est un peu le perso aussi un peu fou, mais ouais, Jim Carrey, je pense qu'il peut me faire briller, ouais. Donc le Joker 2 avec Jim Carrey. Alors là, frère, je pense que je fais un AVC de bonheur. Là, en vrai, j'ai trop de stress d'un coup. Là, quand j'ai trop des bonnes nouvelles, des fois, j'ai une trop bonne nouvelle et j'ai mal au ventre pendant quelques temps. Là, oui, c'est mon rêve, Et embrasser Emma Watson aussi. Ah. Un petit rôle d'amour avec Emma Watson. On a un rêve en commun. Tu vois, voilà, un petit rôle d'amour avec Emma Watson. Ouais. Je t'avoue que c'est un peu mon délire. Je dis pas non non plus. Alors, voilà, on va pas se mentir. Là, tu lis le scénario, tu fais d'accord. C'est qui l'actrice principale? Emma Watson. Oui, ouais. tu lis même pas le. Oui, j'accepte le rôle. T'as quand même tourné avec Nathalie Portman. On va pas se mentir, c'était assez ouf.
Ah. C'est ouf de tourner avec elle. Ouais, elle est tellement belle, frère. Elle est toute petite, elle fait 1m55, je crois, 1m60. Mais incroyable. Mais là, par contre, je crois que c'est l'un de nos premiers rapports aux stars américaines. Moi, j'avais déjà vu des stars américaines et tout, mais elle, c'est-à-dire qu'elle faisait son tournage. On tournait dans une petite pièce, on avait reproduit la Maison Blanche, tu vois. Enfin, on avait. C'est les studios Luc Besson qui avaient fait ça. Et en gros, on tournait avec Nathalie Portman. Et dès que vous avez coupé, tu avais son garde du corps, une machine. Il arrivait, il restait à côté d'elle. C'est-à-dire qu'on tournait un film avec quelqu'un, on n'avait aucun accroche. Même elle, avec les autres acteurs, parce qu'il y avait des acteurs connus un peu principaux, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire qu'ils faisaient leur rôle, coupés, les gardes du corps, ils arrivaient et c'était en mode putain, ça a l'air d'être nul d'être une star comme ça, ouais. Mais vraiment, pour le coup, c'était ça. Genre, c'était très, très, très particulier ce tournage-là. Je m'étais dit, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas trop envie d'être une grande star. Parce que j'ai pas envie d'avoir ça. Tu vois, genre, j'ai eu plein de déconvenus un peu comme ça, mais non, c'était jouissif de tourner avec Nathalie Portman, j'avoue que. Puis d'être gardé au montage. Même si on voit pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui font des bêtes de tournage et qui sont coupés au montage. Et là, t'es triste. Moi, mon premier rôle au cinéma, c'est pas La Grande Boucle. J'ai 3-4 jours de tournage et tout, c'est chambé. Mes parents vont à l'avant-première à Tours, je suis coupé au montage. C'est-à-dire que pendant 10 mois, je suis hypé de ouf, j'ai mon premier rôle au cinéma, je signe les contrats, je suis dans la bande-annonce, je suis pas dans le film final. Et là, je peux dire, c'est dur, c'est très compliqué. Quand tu as toute ta famille qui vient voir le film en avant-première et qui t'appelle à la fin du film, ouais Morgane, parce que moi j'étais sur Paris, Morgane, ouais, alors on a vu le film. J'étais comment? C'était la première fois de ma vie qu'on me voyait à l'écran, tu vois. J'étais comment? Bah, on t'a pas vu en fait. Waouh, là c'est dur. Là, je peux te dire que ça fait mal au cœur. Et Red Bang avec Danny Boone aussi. Ah, là, on t'a vu là. Non, on m'a vu. Ah, Red Bang, c'était très drôle. Bah, en fait, c'était des petits trucs de figuration à chaque fois, mais c'était bien parce que tu côtoies un peu le cinéma. Tu vois, ça fait du bien. Tu sais, quand t'es acteur, t'es plus souvent dans ta chambre ou t'es plus souvent à envoyer des mails qu'à être sur des plateaux de tournage. Tu vois. C'est que les gens se rendent compte qu'au cinéma, tu passes plus de temps dans ta chambre à envoyer des mails ou à faire des essais tout seul dans ta chambre qu'être sur des plateaux de tournage. Donc même quand tu faisais de la figuration, je me faisais maquiller, je voyais les acteurs, comment ils travaillaient, je voyais les techniciens, comment ils bossaient, je voyais Danny Boone, tout ça. Tout ça, ça fait du baume au cœur et ça te permet d'avoir la force de continuer après, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux abonnés qui te suivent depuis maintenant 5 ans et même peut-être même avant, dans la comédie aussi? Vous avez énormément de chance. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Non, mais déjà merci parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ils ont changé ma life. Ils ont vraiment changé ma vie. Sincèrement, c'est que si je n'aurais pas percé sur YouTube, je pense que je serais peut-être retourné sur Tours avec un taf classique. Donc je suis vraiment passé. Tu sais, je m'étais dit quand j'ai monté sur Paris à 20 ans, j'ai à 25 ans, à 23 ans, si j'ai pas percé, j'essaie de trouver une autre option aussi. Tu vois, je pensais qu'on perçait en 3 ans. Non, erreur. Et je me suis dit à 25 ans pareil. Et du coup, j'ai toujours décalé. Maintenant, j'ai 30 ans, tu vois. Et ça a changé ma vie. Et je pense que je suis passé pas loin du fait de changer de métier. Vraiment, de faire un taf alimentaire. Et c'est pour ça que en fait, les gens ne se rendent pas compte, genre tu vois, quand ils commentent, quand ils nous écrivent, quand ils nous voient dans la rue et tout, c'est que je leur dois tout. Sur ma vie que c'est vrai, c'est que si je pourrais prendre tout le monde dans les bras, offrir des cadeaux à tout le monde, je le ferais. C'est ouf de dire qu'il y a des gens qui ont changé ta life, mais tu ne peux pas trop les remercier. Tu vois, ce truc-là, c'est très compliqué à encaisser, à se dire ouais. Tu rencontres quand même tes abonnés dans la rue, etc. Ouais, je rencontre. La chance que j'ai, c'est que j'ai même pas 2% de mineurs. J'ai 1,7% de mineurs sur la chaîne. Donc c'est très cool parce que je rencontre déjà des gars comme vous. Tu vois, des gars avec qui je peux parler, on a les mêmes délires. Des gars qui ont mon âge, des fois des gars plus vieux, etc. T'es face à un abonné, hein. T'es face à un abonné depuis 2018, 2019. Ah, voilà. Évidemment. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, mais des fois, tu vois, moi à l'époque, quand je tournais avec le Laté Show, je me rappelle d'une fan, une fan de 9-10 ans qui avait vu Natou, qui était partie en pleurs, qui avait sauté dans les bras de Natou, et j'étais en mode une angoisse, en mode waouh. Tu vois, genre, c'est ça la fame. Genre, je veux pas que ça m'arrive, tu vois. Mais après, ça dépend du contenu que tu fais. Quand tu fais le cigare avec Didier Bourdon, tu vas pas les gamins de 10 ans qui s'abonnent à ta chaîne, ils comprennent rien, tu vois. Donc ça dépend du contenu aussi. Mais c'est agréable. Quand il y a tellement de gens qui font du taf, on leur dit jamais que c'est bien. Nous, on nous le répète souvent. Donc c'est une chance. Ça donne confiance. Eh ben écoute, merci Morgane pour merci cette interview. Merci d'être super cool. Et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite en tout cas. Bah toi aussi, j'espère qu'on se retrouvera. On fera une grosse interview dans quelques années. Je l'espère. Au mois de 7 à 8, tournage. Je viendrai de terminer mon rôle avec Emma Watson. Eh ben écoute, moi pareil. J'aurai 2 enfants avec quoi? On tournera peut-être ensemble. Grave chaud. Grave chaud. Moi, j'aurai pas d'enfants avec, mais vas-y, grave chaud. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi, mon ref.